Welcome everyone. Thank you for your patience and I'd like to Bienvenue welcome à toutes et à tous. Merci pour votre patience. J'aimerais vous accueillir pour la deuxième vitrine virtuelle de ce projet de pilote sur les aînés en santé. I'd like to begin by thanking you all for joining us and sharing a land acknowledgement with you. Although we're meeting virtually, I want to acknowledge that I am attending this meeting from the Bien que traditional nous soyons réunis virtuellement, je tiens à souligner que je participe à cette réunion à partir du territoire traditionnellement cédé des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités ne portaient pas sur la cessation des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait les titres des Mi'kmaq et des Wolastoqey. Et je suis heureuse de pouvoir travailler sur ce territoire aujourd'hui. Je veux aussi reconnaître que la participation virtuelle se fait dans plusieurs terres traditionnelles sacrées et nous devons vous reconnaître la relation avec la terre et les personnes qui en sont les gardiens traditionnels dans un moment de silence. Before we begin the Avant presentation, de commencer les présentations, j'aimerais partager avec vous quelques informations d'ordre administratif. Premièrement, nous vous encourageons à participer à la vitrine d'aujourd'hui dans la langue officielle de votre choix. L'interprétation simultanée de la session est disponible en anglais et en français. Pour accéder à l'interprétation simultanée, veuillez cliquer sur le symbole du globe en bas à droite de votre écran de Zoom et sélectionner la langue de votre choix. on vous encourage de participer dans notre session aujourd'hui dans la langue officielle de votre choix. La traduction simultanée est disponible et vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône d'interprétation et en sélectionnant la langue de votre choix. L'icône est généralement accessible au bas de l'écran et ressemble à une globe terrestre. J'aimerais aussi vous partager quelques points administratifs avant de commencer les présentations. Vous devriez tous avoir reçu les contenus préalables à la vitrine. Si vous avez une question technique, n'hésitez pas à consulter la fiche d'astuce pour Zoom ou à envoyer un message à April dans le chat. Vous pouvez aussi suivre la vitrine à partir de l'ordre du jour et des documents partagés en avance comme contenu préalable. Vous remarquerez que votre microphone a été mis en mode sourdine. Cette disposition sert à réduire le bruit et les interruptions. However, we do encourage everyone to ask. Cependant, nous encourageons tout le monde de poser des questions et de partager ses commentaires. Vous pouvez communiquer avec les orateurs et les autres participants en utilisant la boîte de discussion pour poser des questions ou partager vos réflexions. Nous ferons de notre mieux pour partager vos questions et commentaires avec vos présentateurs pendant les périodes de questions-réponses. Notre équipe va aussi écrire des questions sur la boîte de discussion pour inciter à participer aux conversations. Gardez un œil sur les discussions en cours dans le chat et prenez le temps de participer à la conversation si vous le souhaitez. Enfin, veuillez noter que cette réunion sera enregistrée. Vous aurez accès aux diapositives de la présentation ainsi qu'à d'autres documents postérieurs à la réunion. Ils vous seront envoyés par courriel après la présentation. Nous vous enverrons également un questionnaire d'évaluation afin que vous puissiez dire ce que vous pensez de nos idées pour les futures vitrines. Maintenant que nous avons abordé les questions administratives, commençons par le projet. Le projet est un partenariat avec le ministère du Développement social du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le ministère de la Santé et l'Agence de la santé publique du Canada. La séance d'aujourd'hui est organisée par l'unité de suivi d'évaluation de transfert des connaissances, ou MAC2, avec l'Institut de recherche de données et de formation du Nouveau-Brunswick. Créé en 2018, MEC2 est un partenariat entre l'IRDNB et le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a été développé pour soutenir la composante d'évaluation et de transfert des connaissances. Pour vous en dire plus, voici Elisabeth Dubé, notre sous-ministre adjointe au ministère du Développement social du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Bienvenue, Elisabeth, je vous cède la parole. Thank you, Candice. Can you hear me? Merci, Candice. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Perfect. Parfait. Good afternoon, everyone. Bonjour à toutes et à I'd like to tous. welcome you to our J'aimerais vous second accueillir à Visit notre Vitrine deuxième Showcase. vitrine As our
projet pilote sur les aînés en santé. Au fur et à mesure que notre population vieillit, nous devons trouver des moyens novateurs pour que nos aînés puissent vivre en sécurité, jouir d'une bonne santé et être actifs. Les gouvernements fédéraux et provinciaux se sont engagés à répondre aux besoins de cette population croissante et diversifiée et à aider les Canadiens à bien vivre leur vieillissement. En particulier, le projet pilote sur les aînés en santé, ou PPAS, est une occasion passionnante d'apprendre de nouvelles approches pour aider les aînés. Le PPAS a débuté avec un investissement de 75 millions de dollars de l'Agence de la santé publique du Canada, en accord avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Son objectif est d'aider à jeter les bases de la diffusion des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes pour favoriser le vieillissement en santé des Néo-Brunswickois et des personnes âgées dans tout le Canada. En raison de la forte proportion de personnes âgées de plus de 65 ans au Nouveau-Brunswick, notre province est un environnement idéal pour promouvoir des approches novatrices visant à soutenir les personnes âgées et le vieillissement en santé. Le projet pilote sur les aînés en santé a été élaboré pour soutenir une gamme d'initiatives de recherche appliquées visant à examiner comment les gouvernements peuvent mieux soutenir les aînés à domicile, dans les communautés et dans les établissements de soins. Je suis fière de dire que nous avons 38 projets en cours, un terminé et 13 autres approuvés et sur le point de commencer. Il s'agit d'une combinaison de projets dirigés par la communauté et le gouvernement, chacun d'entre eux pouvant avoir un impact sur au moins un de nos 5 domaines d'intervention du PPAS. Ces domaines d'intérêt ou domaines prioritaires sont les suivants: l'amélioration des environnements sociaux et bâtis, l'utilisation d'approches communautaires pour réduire les inégalités en matière de santé, l'amélioration de l'indépendance, de la qualité de vie et la promotion de modes de vie sains, le développement de parcours de soins innovants, l'utilisation des technologies de soutien pour favoriser un vieillissement sain à domicile et dans nos communautés. Et pour une liste complète des projets, vous pouvez visiter le site web. Le lien est inclus dans les documents fournis pour cette présentation. Lors de notre première vitrine, nous avons mis en avant quelques projets pour chacun de ces domaines d'action. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à cette excellente session, comme moi-même, elle a été enregistrée et vous pourrez trouver le lien sur la chaîne IRDT-NB de YouTube dans cette vitrine. Nous entendrons parler d'une variété de nos projets pilotes sur les aînés en santé et nous discuterons avec eux dans le cadre d'un débat d'experts. Au cours de notre séance, nous voudrons également entendre ce que vous avez à dire. J'encourage toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, qu'elles résident au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, à communiquer avec ces chercheurs et à en apprendre davantage et à faire pression pour la diffusion de pratiques fondées sur des données probantes comme ces projets pilotes visant à favoriser un vieillissement en santé. Je suis convaincue que ces projets auront des répercussions positives sur la vie des aînés du Nouveau-Brunswick, maintenant et pour les générations à venir. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, Elisabeth. Avant qu'on commence les présentations, je voulais partager avec vous l'ordre du jour de la vitrine d'aujourd'hui. Nous commencerons par de courtes présentations élévatrices de chacun de nos projets, qui seront suivies de 3 tables rondes distinctes. The first panel is going to explore how the lives of older persons might Le be premier panel est de voir comment la vie des personnes peut être améliorée avec des habitudes de vie saines. Dans le deuxième panel, on va parler de comment recourir aux approches communautaires pour réduire les inégalités en santé. Et enfin, notre dernier panel, chaque présentateur aura la possibilité de partager avec nous leur façon pour améliorer la vie des personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Avant de commencer, je veux accueillir April English. April va nous parler un petit peu des efforts de la HSPP
et elle est responsable du transfert de connaissances au sein de l'unité de suivi d'évaluation du transfert des connaissances. Merci Candice. Pour ceux qui ne le savent pas, le transfert de connaissances peut avoir des définitions légèrement différentes selon l'organisation ou le pays. Donc, je voudrais d'abord revoir la signification du transfert de connaissances ou ce projet pilote. Le transfert de connaissances implique des stratégies pour transformer les preuves ou la recherche en action. Il implique la diffusion, le partage d'informations pour accroître la sensibilisation et les connaissances d'un public cible. Et le transfert des connaissances peut aussi impliquer la mise en œuvre ou l'utilisation de stratégies pour changer le comportement, souvent sous la forme d'une politique, d'un programme ou d'une pratique dans le contexte de la santé publique. Dans le cas de la santé publique et de la protection des consommateurs, la diffusion est la première étape. Le partage d'informations sur la santé publique et la protection des consommateurs afin d'accroître la sensibilisation et la connaissance des publics cibles. Aujourd'hui, cette vitrine est un exemple de diffusion. À mesure que nous nous approchons de la fin du programme HSPP ou PAS en français en mars 2023, nous, à MECTO, nous nous concentrons de plus en plus sur la mise en œuvre de nos projets, et plus particulièrement sur l'une des étapes de la mise en œuvre, la durabilité. Comment tous nos projets peuvent permettre d'être durables pour que ces projets aient des résultats positifs en allant de l'avant. Nous concentrons nos efforts sur ce point, donc sur des efforts soutenus, étendus et mis à l'échelle. Et pour ce faire, nous avons informé les projets des possibilités de financement. Je vous présente ici quelques exemples de nos objectifs et stratégies au sein de PPAS. En élaborant un plan de partage de connaissances, vous pouvez avoir différents objectifs. L'un d'entre eux, que j'ai déjà abordé, peut être de sensibiliser les gens. Et une stratégie pour sensibiliser nos publics cibles était de créer ces vitrines. C'est un exemple. Un autre exemple d'objectif est le renforcement des capacités en matière de connaissances. Et avec cela, MECTO m'a embauché en tant que responsable de gestion des connaissances pour aider nos chercheurs dans leurs efforts et pour assurer l'éducation et la formation. Cela inclut aussi le développement d'un plan plus large pour l'ensemble de PPAS pour s'assurer de nouveau que ces projets pilotes ne sont pas seulement des projets pilotes, mais deviennent des réalités pour le changement de politique, de programme ou de pratique. Beaucoup se demandent peut-être quand aurons-nous les résultats de ces projets? Quand allons-nous entendre les résultats? Et quand allons-nous avoir le matériel? Tous les projets pilotes ont des calendriers différents. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement partager les résultats de la recherche et les résultats de tous les projets en une seule fois. C'est pourquoi nous avons prévu des multiples stratégies à différents moments tout au long de la durée du PPAS. Ainsi, par exemple, lorsque nous organisons ces vitrines, notre objectif est de partager autant d'informations que possible sur les résultats obtenus jusqu'à présent. À mesure que nous nous rapprochons de la fin du PPAS en 2023, nous commencerons à voir plusieurs résultats et donc plusieurs résultats peuvent être partagés largement. Quand nous serons proches de la fin, nous avons des stratégies en place pour partager les résultats finaux des projets et nous planifions un événement de fin de conférence. Nous élaborerons un rapport pour le gouvernement sur les recommandations et nous partagerons également les produits. Sur notre site web, vous avez le lien sur les matériaux que vous avez. D'un point de vue individuel, nous encourageons nos projets à partager leurs résultats avec leurs cibles, leur public cible. Ainsi, par exemple, un projet peut viser à partager les résultats avec des praticiens du Nouveau-Brunswick ou avec une communauté des Premières Nations, chacun ayant son propre objectif en tête, comme un changement de politique ou de pratique. Reconnaître ceci est très important et c'est une façon de donner comment nous travaillons. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez apprendre davantage et contactez-moi en utilisant mon courriel qui est
dans cette présentation. À toi la parole de nouveau, Candice. Merci beaucoup, Candice. C'était vraiment une belle présentation de ce qui est fait sur les stratégies employées. Cela répond à beaucoup de questions, j'en suis certaine, pour beaucoup de personnes. Maintenant, nous avons l'opportunité d'entendre nos présentateurs qui vont présenter tous les projets sur lesquels ils travaillent, leurs principales activités, ce qu'ils espèrent accomplir grâce à leurs recherches. Après avoir entendu l'aperçu du projet de chaque conférencier, nous les inviterons tous à participer à une série de panels pour parler de leurs projets et comment ils pensent qu'ils amélioreront la vie des personnes âgées tant au Nouveau-Brunswick que dans le reste du Canada. Recherche qui s'appelle Promouvoir l'activité physique par la réalité augmentée. Jalila, à vous. Merci beaucoup. Donc, c'est un projet qui est développé avec le CIRA, donc le Center for Innovation and Research in Aging, et qui implique l'Université de Moncton, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et un partenaire industriel, Scientifizer, de l'Université de Toronto. Donc, nous sommes 3 chercheurs principaux, moi-même, Madame Justine Henry et Dr Marc Chignell. Et le but de ce projet est de mettre en place dans les foyers de soins, mais aussi dans la communauté, un système ou une technologie où on peut pédaler et en même temps avoir un écran dans lequel on peut choisir des sentiers à travers le monde. Alors imaginez, vous êtes chez vous à la maison, vous faites de l'exercice physique, mais en même temps, vous avez l'occasion de visiter le monde. Et donc, l'idée de ce projet est venue suite à ce qu'on a remarqué, et surtout la période de la pandémie COVID, avec tout le sentiment d'isolement, de solitude et même de dépression, une baisse de l'humeur chez beaucoup de personnes âgées, et aussi le fait de ne pas être en mesure d'être en contact avec leurs proches. Alors on s'est dit, avec ce projet, on va créer un divertissement, mais un divertissement qui est utile. Donc en même temps qu'ils se divertissent, qu'ils découvrent le monde, ils font de l'activité physique. Et comme c'est un outil qui est inclusif, on a pensé le faire non seulement pédaler avec les jambes, mais on peut aussi pédaler avec les mains. Donc, alors les personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes ou qui ont de la difficulté peuvent aussi l'utiliser avec leurs mains. Donc, vous voyez, alors il y a 2 objectifs très importants. Un objectif physique, donc en faisant l'exercice physique, on renforce ses muscles, on améliore ses articulations, on fait circuler son sang, donc il y a un effet physique réel. Et aussi un objectif socio-psychologique. Alors social parce que à travers cet outil, je peux faire comme des petites courses, et c'est pour ça que notre outil s'appelle To Race With Me. Est-ce que vous voulez faire une course avec moi? Donc, je peux me connecter avec un membre de la famille qui est à l'extérieur du foyer de soins et on peut faire une course, on peut faire une balade ensemble. Donc, il y a cet accompagnement qui peut être intéressant, ou je peux le faire avec une autre personne dans mon foyer de soins, mais qui est dans une autre chambre ou qui est dans une autre salle. Alors, il y a cet aspect social de connexion les uns avec les autres. Et donc, forcément, il y a un effet sur la santé psychologique et le bien-être. Et donc, vous voyez, c'est comme une cascade physique, sociale et psychologique. Et donc, c'est ça ce qu'on vise avec ce projet. On a 2 sites d'implantation. Comme j'ai dit, le site où se trouve le centre CIRA, qui est le York Care Center à Fredericton. Et on a un autre site à Moncton, qui est au niveau du faubourg du Mascaret. Et donc, vous voyez, on a 2 populations, une population francophone, une population anglophone. Et on a aussi identifié un peu des critères d'inclusion. Donc, ça vise essentiellement les gens qui ont une certaine capacité physique. Pour le moment, on se concentre sur ces personnes, mais avec l'objectif que peut-être un peu plus tard, on pourra l'utiliser même dans son lit. Donc, on pense à une personne qui est alitée, qui ne peut pas trop bouger, on peut l'aider à utiliser cet outil. Et donc, vous voyez, il y a une stimulation physique et une stimulation cognitive, psychologique et sociale. J'aurai l'occasion plus tard de vous parler des différents résultats qu'on peut observer. Merci.
Merci beaucoup, Jalila, et j'apprécie vraiment les deux objectifs, quoi que ce soit physique et social de votre projet. On va continuer avec Martin Sénéchal, who's going to present his qui va research présenter sa recherche intitulée l'étude Banfield, l'intervention provinciale visant à l'emporter sur le diabète et la fragilité du Nouveau-Brunswick. Martine Sénéchal, merci. Très bien. J'aimerais commencer par vous demander d'imaginer quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de diabète. Cette personne va tenter de gérer ce diabète. Ou une autre maladie, l'hypertension par exemple, des niveaux de cholestérol élevés. Et au fur et à mesure que le temps passe, ce qui se produit, il développe comment perdre, ils vont perdre la vision ou ils risquent d'avoir des amputations. Et ce qui peut se produire, c'est que inaudible. Ils risquent de mourir de façon précoce en lien avec le diabète. Et pendant ce processus que j'ai décrit, c'est un processus plutôt standard avec quelqu'un qui a le diabète. Il va y avoir des problèmes de limites physiques. Voilà pourquoi ce programme est important, car c'est pour les populations au risque. Ce programme Banfield est une intervention provinciale visant à l'emporter sur le diabète et la fragilité. C'est une éducation aussi sur le diabète. C'est un programme de 16 semaines et le résultat principal est d'améliorer les fonctions physiques, la qualité de la vie aussi, des personnes qui ont le diabète, notamment, ou qui sont fragiles. Nous avons 50 personnes qui sont sur une liste d'attente. Le programme a été mis là, au Nouveau-Brunswick, dans 8 sites différents. Originellement, le programme était fait. COVID-19 s'est produit et nous avons dû utiliser différentes approches. Voilà le projet. C'est une intervention qui, nous espérons, sera durable avec le temps, car nous pensons que les personnes avec le diabète, avec ce genre de a besoin de ce genre d'approche, pas seulement des consultations médicales. Merci beaucoup, Martin. Il semble qu'il y ait beaucoup de personnes qui participent, avec plus de 100 personnes, 50 personnes en liste d'attente. C'est une excellente nouvelle. On va passer maintenant à notre troisième présentation. Je vais accueillir Isabelle Boulet. Isabelle, pour les soins des troubles neurocognitifs. Hi, everyone. My name is Isabelle Boulay. I'm from the Alzheimer's Society of New je Brunswick. suis du Centre Alzheimer au Nouveau-Brunswick. Je travaille avec Horizon sur ce projet. Pour les anglophones, le titre de mon projet est Approche douce et persuasive pour les soins de troubles neurocognitifs. Donc, ces approches douces et persuasives sont utilisées partout au Canada avec des fournisseurs de soins pour les personnes qui ont des problèmes de démence. Dans cette étude, c'est la première fois que l'approche douce et persuasive a été utilisée en ligne. C'est une formation, on appelle ça la communauté, avec ces approches douces et persuasives pour enseigner aux parents et aux amis qui prennent soin des personnes
atteintes de démence, comment gérer les comportements liés à la démence, c'est l'élément clé de ce projet, et de mettre en œuvre et d'évaluer les besoins parmi ces donneurs de soins, ces fournisseurs de soins. Il y a une rétroaction très importante des participants qui nous permettra de faire des recommandations sur comment améliorer cette nouvelle formation et comment étendre cette formation dans toute la province. Merci beaucoup, Isabelle. C'était une belle vision d'ensemble et une introduction très rapide au projet. J'ai hâte d'entendre davantage là-dessus. Notre prochaine présentateur est Tracy Record qui va nous parler de son projet sur le système pour les régions rurales. J'ai parlé de ce projet avant. On a fait des choses très intéressantes, de nouveaux développements en allant de l'avant. Ce que l'on a vu, c'est que tout le monde comprend que le transport, c'est une chose très importante. Le réseau pour le mieux-être des aînés mobiles, c'est essentiel. On a décidé de rendre la santé mobile et de l'amener à eux. On a utilisé les soins rapides parce que c'est quelque chose que les aînés n'ont pas. On a des infirmières qui donnent des soins pour les pieds et aussi les soins aux clients pour voir où se trouvent les besoins. La plupart des gens ont beaucoup de problèmes qu'ils devaient résoudre et certains des problèmes dont j'ai parlé, certains des dossiers qu'on a, on parle de développement social ou le système de soutien. On voit que même nos travailleurs sociaux trouvent tout difficile, que c'est très difficile de travailler de cette façon et les aînés sont les premières victimes. Internet access or don't have computer savvy or any of those kinds of things that you need nowadays. Some of the things that we've also done really basic is set up people with food bank deliveries Alors, nous avons pu mettre les gens faire en sorte que les gens puissent avoir des livraisons du comptoir alimentaire ou aider à modifier les escaliers. Alors, ce n'est pas quelque chose de très développé. Ce sont des choses de base pour aider les gens à rester à la maison le plus longtemps possible. Une des choses dont nous avons découvert pendant le projet, c'est que nous avions entre 125 et 130 personnes inscrites au projet. C'est que les soins aux pieds, c'est nécessaire pour les personnes âgées et il y a très peu d'accès à ce service dans la collectivité. C'est important, essentiel, et c'est une des choses que je crois pour éviter des hospitalisations dispendieuses. Donc, nous voulons que ce projet devienne un programme et que ce soit financé afin de continuer de faire cela le plus longtemps possible, en tant que ça aide les gens. Donc, d'accord, merci beaucoup, Tracy. J'apprécie beaucoup la façon dont vous avez parlé de ça, que ce n'est pas quelque chose qui nécessite un baccalauréat développé. Ce sont des connaissances de base pour aider les gens qui ont besoin d'aide pour faire en sorte qu'ils puissent obtenir les thérapies nécessaires. Et merci maintenant à Jennifer Doublestein qui va présenter son projet avec Andrea Lutieg qui se traduit à nous vivons là chez nous ou encore chez nous à vie. Une recherche appliquée visant à favoriser la vie autonome des aînés des Premières Nations. Et je demande à Jennifer de parler. Merci beaucoup, Candice. Je suis Dr. Jennifer Doublestein et je travaille chez Doublestein Consulting Group. Et
Le but du projet, c'est que les aînés ont besoin de certains projets, certains programmes qui vivent dans leur maison toute leur vie. Et premièrement, nous voulons faire une étude de recherche, voir les besoins et les problèmes inaudibles. Et nous avons évalué 2 nouveaux programmes et nous voulons travailler un outil d'évaluation des besoins de vie. La personne n'a pas son micro intégré avec ses écouteurs, donc ce n'est pas très clair. Alors, au cours du projet, et de différents besoins ont été développés et on voulait dire qu'au début, on disait qu'on voulait vivre à la maison pour toute la vie, mais maintenant, on veut aussi avoir un chez-soi pour la vie. Et le troisième élément, ça sort directement de notre recherche, c'est qu'on veut être chez soi dans notre milieu, notre communauté. Donc, c'est un message important qu'il faut changer notre façon de voir cela. L'évolution des besoins et de notre objectif. Et maintenant, nous avons beaucoup plus de choses à faire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire une évaluation des besoins des aînés en ce qui concerne vivre chez soi pour la vie, et afin que les membres de la communauté puissent faire ces évaluations pour les membres de leur propre communauté. C'est ce genre d'approche que nous avons pour notre recherche. Et deuxièmement, ce que nous voulons accomplir, c'est que nous avons demandé une subvention pour bâtir une auberge pour les aînés avec un programme sensible culturellement et des programmes qui répondront aux besoins de ces personnes en ce qui concerne le programme des 7 générations de soins. Et donc, il y aura une conférence pour les Autochtones prochainement et nous espérons participer avec les partenaires à cet égard. Merci. Merci, Jennifer, et merci d'avoir partagé l'évolution du sens de chez soi pour la vie. Et puis, ça nous donne une bonne idée de ce que cela veut dire pour votre communauté avec laquelle vous travaillez. Qui va nous parler du Initiative des aînés de Madawaska. Thank you, Candice. This afternoon, I'm Merci, Candice. Aujourd'hui, je vous présente l'initiative des aînés du Madawaska, qu'on appelle aussi le projet MEI. Et c'est un partenariat entre la Première Nation des Malécites Madawaska, qui est représentée par Micheline Plante, et l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, où je suis professeur. Et nous voulons identifier les besoins en matière de santé des aînés de Madawaska qui vivent à la maison. Ensuite, nous mettons au point des initiatives et nous réagissons à ces besoins identifiés. Nous voulons aussi former les personnes aînées à utiliser la technologie pour accéder aux différents services. Ce projet est mis au point afin de réduire les obstacles pour les aînés afin d'avoir un accès plus facile aux soins de santé et aux services au moyen d'une appli mobile et d'une tablette électronique avec connexion au centre communautaire local. Nous allons avoir un meilleur accès aux soins de santé et aux ressources qui permettront aux personnes âgées de rester
en santé plus longtemps et de vivre en sécurité à la maison. Nous avons pu faire ça en adoptant une approche participative avec les aînés, obtenir les données concernant les besoins de ces personnes et de leurs préoccupations. Et il y a bien des initiatives qui veulent dire que les aînés ont des besoins. Nous avons mis au point cette appli dans les 2 langues. Et nous avons pu embaucher une compagnie locale pour mettre au point cette appli et aussi embaucher et former un nouvel adjoint d'une aide aux soins et aider les personnes âgées à utiliser les technologies pour demander des services et des initiatives, pour commencer, comprennent du transport local, provincial et interprovincial, de l'aide avec de la mobilisation lorsqu'il y a des services d'interprétation, de traduction au cours des rendez-vous et aussi des services de soins à domicile. Tous les besoins sont suivis par un appel téléphonique le même jour. Les applis mobiles permettent d'obtenir des données concernant les taux d'utilisation et la nature de chaque demande. Et les utilisateurs ont reçu un questionnaire d'appréciation 24 heures après avoir reçu un service. Ces nouvelles initiatives ont été ajoutées au cours de la dernière année, surtout en raison de la COVID. Par exemple, le retour à la maison après un congé à l'hôpital et puis obtenir un prêt d'équipement adapté et un suivi par téléphone et même des visites. Et de cette façon, les aînés deviennent plus indépendants et obtiennent plus de confiance en soi. Ils se sentent en sécurité pendant le transport. L'utilisation des transports, de fluctuations en raison de la restriction, en raison de la pandémie de la COVID. Mais après 1 an et demi, le taux d'appréciation reste très élevé. Les aînés apprécient le fait qu'il y a l'accessibilité et la flexibilité et l'abordabilité de ce projet. Merci. Merci, France. J'ai hâte d'en entendre davantage concernant les conclusions avec notre prochain panel. Ensuite, nous avons Daniel Kent qui nous parlera de son projet, soit l'introduction d'un rôle de soutien non clinique pour le personnel de soins dans les foyers de soins. Merci de m'avoir présenté. Je suis Daniel Kent et je suis coordinatrice de la recherche et je vais parler donc, comme j'ai dit, un rôle de soutien pour le personnel de soutien non clinique et nous allons parler le projet, l'activité clé, c'est de faire en sorte que les aides, c'est pour des interventions de 14 semaines. Il est possible d'avoir une tâche comme, par exemple, fournir la nourriture, opérer un lift mécanique, etc. Et vraiment, l'objectif, c'était d'essayer d'améliorer la prestation des services pour les services non cliniques, en espérant de trouver une façon de faire en sorte qu'il y ait d'améliorer notamment la satisfaction de l'emploi pour toutes les personnes qui y travaillent. Merci, Daniel. Ça a été quelque chose de très rapide et je pense que c'est intéressant d'entendre ce qu'est le rôle que vous avez incorporé et de voir quelles sont les responsabilités spécifiques. Et maintenant, voici
Alison Liu qui nous parlera de son projet sur la co-conception de traitement des troubles neurocognitifs au Nouveau-Brunswick. À vous, Alison. Oui, bonjour, merci Candice. Alors, je suis Alison Liu et je suis associé de la recherche à l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John, au campus de Saint John. Et je suis une des chercheuses principales pour la partie du Nouveau-Brunswick. Mais je devrais vous dire que ce projet est intéressant puisque nous faisons partie d'une recherche beaucoup plus internationale. Donc, au Canada, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario, on y travaille, bien que pour le Nouveau-Brunswick, pour la mise en œuvre, nous avons pu faire en sorte que ça fonctionne pour toute la province. Et pour nos partenaires internationaux, il y en a de l'Australie, des Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. Donc, on parle des 5 phases d'un projet. Nous avions commencé avec une analyse des besoins. Nous avons interviewé, en plus d'avoir des sondages sur différentes personnes, pour les personnes qui vivent avec la démence, ainsi que leurs partenaires et enfants, ainsi que les fournisseurs de soins, pour avoir une idée des expériences en ce qui concerne le diagnostic et ce qui arrive par la suite, à la suite du diagnostic, le soutien et les programmes qui sont offerts. Ces données ont été recueillies à travers tous les pays et les partenaires et cette phase a été faite aux Pays-Bas. Ils ont pris toutes nos conclusions, ont fait une synthèse et on est maintenant rendu à la phase de co-conception. Et c'est très excitant parce que c'est pour mettre au point un site web qui sera utile ainsi que des outils et des trousses. Ça a été mis au point en partenariat avec des partenaires qui travaillent avec des personnes qui vivent une démence. Donc, nous avons eu des ateliers, 5 ateliers en fait, qui ont été menés par une compagnie qui nous ont aidés à mettre au point un site web, mais à chaque étape, le groupe a dû donner une interaction, dire oui ou non. Et par exemple, les polices, la couleur, les langues, et puis tout ce qui était nécessaire pour ce qui est de notre site web que nous avons. Donc, la co-conception, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire. Et je voulais vous en parler. Après cela, nous avons dû finaliser la mise au point et la mise en œuvre. Et nous avons lancé notre site au mois de novembre. Et les différents pays ont lancé leur propre site web à différents moments, mais maintenant, nous allons évaluer l'utilisation du site web. Et ce que nous essayons de faire, c'est de vraiment aider à réduire les stigmatismes en ce qui concerne les gens qui obtiennent un diagnostic. Nous voulons que les gens apprennent à bien vivre avec la démence. Nous voulons d'enlever ce sentiment que les diagnostics de démence, c'est essentiellement comme être condamné à mort. Et souvent, les gens se sentaient comme ça lors du diagnostic. Et souvent, ils hésitent à demander un diagnostic parce qu'ils croient qu'une fois le diagnostic fait, que tout est perdu. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en commun les ressources et les outils. Ce qui est beau de travailler avec des partenaires à l'international, c'est que nous avons aussi travaillé avec la Société de l'Alzheimer ici au Canada. Nous avons pu donner aux gens un grand nombre de ressources auxquelles on peut se fier pour les aider. Et il y a tout cela, il y a des histoires des gens qui vivent avec la démence et aux gens aussi des recherches faites à l'international, des vidéos YouTube, des livres, des ressources. C'est très riche en ce qui concerne les ressources. Au Canada, nous avons 2200 fois notre site web a été visité. Nous commençons à obtenir des données en ce qui concerne la rétroaction et cela va nous aider pour ce qui est de ce qui pourrait se passer plus tard. C'est très beau, Alison. Merci beaucoup pour cet aperçu de votre approche pour ce qui est de votre
site web et de voir ce que vous voulez faire. Et donc, maintenant, j'aimerais passer à une transition à notre première session de panel. J'aimerais que les gens reviennent à à l'écran principal et à allumer le micro. Et c'est maintenant le temps de poser des questions. Je vais faire attention à ce qui se passe au chat et je vais essayer d'y répondre avec le temps. Donc, pour commencer, j'aimerais entendre chacun de nos membres du panel. Quelle est votre perspective à savoir comment la vie pourrait être améliorée pour les gens âgés du Nouveau-Brunswick grâce à votre projet? Et Isabelle, je me demande si vous pourriez commencer. Oui, certainement, merci. Alors, vous donner un peu de contexte. Offrir des soins ou d'un ami, d'une personne qui vit avec la démence, ce n'est pas quelque chose que les gens planifient. Et il faut une formation spécialisée et le développement des compétences. Lorsque le fournisseur de soins ne comprend pas l'incidence de la maladie sur la personne ou n'a pas la compétence nécessaire pour bien fournir les soins, ça peut créer des situations qui peuvent être stressantes, frustrantes et même risquer la sécurité des gens qui ne savent pas comment réagir de façon appropriée à certains symptômes ou certains comportements qui peuvent survenir et qui sont associés à la démence. En fournissant ces approches persuasives, on peut bien comprendre comment la démence touche le cerveau et son comportement de la personne. Alors, on comprend pourquoi le comportement est comme ça. Et vraiment, certains de nos participants ont dit qu'ils ont mieux compris la perspective de la personne qui souffre de la démence. Ils ont pu avoir plus d'empathie, de compassion pour la personne. Également, les participants ont montré qu'ils savent comment répondre, réagir avec respect et confiance en ce qui concerne les gens ayant la démence. Donc, avec cette formation, les fournisseurs de soins ont de meilleures compétences et ont des outils afin de fournir un meilleur soin à la personne qui souffre de démence. Merci Isabelle. J'aime la façon dont vous avez parlé que cela a permis d'ajouter de l'empathie pour la personne en plus, d'améliorer la possibilité pour la personne de réagir aux besoins avec empathie. J'ai trouvé que c'était une très bonne approche. Oui, n'est-ce pas? Donc, c'est très intéressant d'entendre ça. France, j'aimerais passer à vous. Vouliez-vous répondre à cette question? Oui, merci Candice. Tout d'abord, notre projet est là pour réduire les obstacles pour les aînés qui vivent à la maison d'avoir accès aux services de santé aux besoins. En faisant cela et en les formant afin d'utiliser des applis mobiles sur une tablette électronique, cela permet aussi de les aider à se brancher vers d'autres services. Durant la pandémie, en raison de l'isolement, nous avons pu faire en sorte qu'ils puissent être branchés avec leur famille, leurs amis. Également, nous avons pu les brancher, les connecter avec le monde de l'extérieur. Alors, ils ont été plus indépendants, ils sont devenus plus indépendants et ont beaucoup appris pour maintenir, pour faire le suivi pour ce qui est des actualités, par exemple, écouter les films ou la radio, de pouvoir également suivre des séances éducatives, par exemple, avoir accès à des programmes comme pour l'activité physique et aussi pour l'activité physique et avoir des recettes pour la cuisson saine. Ils ont demandé d'en apprendre davantage. Ils veulent commander, en fait, ils veulent pouvoir commander eux-mêmes la pharmacie. Ils veulent parler avec les pharmacies pour mettre à jour leur
médicaments à la pharmacie ont encore payé leurs factures, etc. Donc, ils sont moins isolés de cette façon. Donc, nous avons pu faire en sorte qu'ils soient branchés. Une des choses que j'aimerais mentionner, afin de acheter des véhicules adaptés pour le transport public, ça a été un aspect très important pour notre projet parce qu'en faisant cela, les aînés savaient que leur collectivité, que leur milieu les soutenait et voulait s'impliquer davantage et voir à ce que ce projet soit durable après sa mise en œuvre, son mise en œuvre. Et donc, nous avons pu faire en sorte que le tout aille mieux pour les personnes aînées grâce à ces activités. La France, vous avez parlé de tout genre d'éléments auxquels on ne s'y attendait pas. Et pour ce qui est du transport et tout ça, j'ai vu une question, on parlait des conclusions de recherche inattendues. Y a-t-il quelque chose à laquelle vous n'avez pas prévu? Oui, certainement, certainement. En raison de la pandémie, nous avons commencé à recevoir des demandes d'aînés spécifiques. Et Micheline, êtes-vous là? Ma collègue est censée être là. Micheline, pouvez-vous parler de l'expérience d'un de nos patients qui était à la maison avec beaucoup d'incapacités physiques et sa famille s'occupait d'elle, mais il y avait tout genre de professionnels de la santé qui ont pu venir aider. Micheline, êtes-vous là? Oui, je suis là. Alors, voulez-vous prendre le relais et parler de la situation de Bob? Oui. D'accord. Nous avions un membre qui avait vécu un AVC il y a quelques années. Il avait des problèmes pour ce qui est de communiquer lorsqu'il y a des urgences. Et en raison de ça, il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas le manger. Donc, avec cette tablette, nous avons mis, je ne sais pas comment le dire en anglais, des programmes de réadaptation pour parler, pour la mémoire et même comment parler. Et ça a été très réussi. Et son partenaire a pu en apprendre sur sa condition. OK. Et puis, ça a été quelque chose qui a été très réussi avec les connexions avec le centre de santé, la maison où il vivait. En raison de la COVID-19, on était limité pour ce qui était des visites, mais avec la tablette, il a pu être plus branché sur le monde. Merci d'avoir parlé de cela, Micheline et France. Cela parle de l'importance de l'impact de la technologie et que vous avez pour votre collectivité. Et si on passait à d'autres choses pour ce qui est de la technologie et les possibilités d'habiliter les gens. Alison, pouvez-vous peut-être tenter de répondre à cette question? Comment vous pensez que votre site Web pourra aider les personnes âgées? Oui, merci. J'aimerais commencer en parlant de ce que France disait pour ce qui est de l'utilisation de la technologie. Et je suis d'accord que quand j'ai embarqué dans ce projet, j'avais des inquiétudes en ce qui concerne les sites Web. Ça peut aider, mais je me suis toujours demandé pour les gens qui ne se sentaient pas à l'aise avec la technologie. Il y a des personnes âgées qui n'aiment pas ce genre de choses. Et je pense qu'un des avantages qui en est sorti de cette pandémie, c'est que les gens ont appris à dépendre beaucoup plus de la technologie parce que ça a été un
une connexion au monde extérieur grâce à eux. Il y a tellement de personnes âgées qui souvent aimeraient en apprendre davantage et nous savons que la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, ce que nous espérons, c'est qu'il y aura qu'on va leur donner les renseignements, les outils, non seulement pour les personnes ayant la démence, mais c'est pour aider aussi les fournisseurs de soins, les partenaires et de toute personne qui doit offrir des soins dans une capacité officielle, parce que nous savons que lorsqu'il y a des stigmatismes, ça peut toucher tout le monde. Et quand il faut faire une correction du cap, il faut savoir qu'on peut bien vivre. Ça peut être difficile, mais plus nous avons des connaissances, plus nous comprenons le processus. C'est quelque chose auquel nous pouvons penser. Et cela donne plus de confiance et réduire les stigmatismes. Et nous espérons que nous pourrons éviter des situations de crise qui peuvent survenir lorsque les gens sont en mode réactionnaire plutôt que proactif en ce qui concerne vivre le diagnostic. Donc, essentiellement, pour ce qui est d'aider à l'amélioration grâce au site Web, mais aussi nous avons fait une autre partie du projet, ça a été une campagne. Nous avons des webinaires qui ont été très bien courus et plus d'une centaine de personnes y assistaient, surtout au Nouveau-Brunswick, mais essentiellement, nous avons offert un webinaire en français et puis on se demandait, c'est quoi ce projet? Qu'est-ce qu'on espère réussir avec ça? Et par la suite, savoir comment prendre soin de soi-même lorsqu'on s'occupe de quelqu'un d'autre ou que vous-même, vous avez été diagnostiqué. Doing that as well as other marketing Et en types of things. faisant cela, il y a aussi des publicités à travers les médias sociaux, notamment. On voulait sensibiliser les gens à ce sujet parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées avec la démence. Nous voulons donc que les gens soient plus à l'aise pour avoir un diagnostic et la gestion du diagnostic. Nous voulions davantage de confiance chez les gens, davantage de connaissances pour se sentir mieux. Et au final, ce que l'on veut, c'est que les gens sachent que il y a encore beaucoup de vie qui peut être vécue, même si on a ce diagnostic. Merci, Alison. Jennifer, je vais te donner les derniers mots sur ce sujet. Avant d'aller à notre deuxième panel, veux-tu répondre à cette question? Sure, thank you. I'll just take a second. Comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des aînés avec notre projet? L'un des impacts de notre recherche a été que il y a une attention augmentée sur les besoins des aînés dans les communautés à tous les niveaux, avec les gestionnaires. Nous faisons des rapports, nous demandons leur rétroaction au niveau des chefs de Premières Nations, avec beaucoup d'aînés, de membres de la famille. Ceci a été très important. Et cela a ouvert l'esprit aux gens à notre étude. Cela a également permis de considérer ces personnes de façon sérieuse. Plusieurs personnes ont décidé de nous aider. Inaudible. Nous nous concentrons sur deux priorités. Inaudible. Le son s'entrecoupe. Il y a des membres de groupes autochtones qui aident sans qu'on leur demande même de nous aider. Ça a été très positif. Merci, Jennifer, de partager comment ta recherche a mobilisé la communauté dans son ensemble sur le défi
et les solutions potentielles. J'apprécie que tout le monde partage ses idées initiales sur les impacts à long terme sur les aînés au Nouveau-Brunswick. Nous sommes arrivés à la moitié de notre vitrine. Je veux prendre une petite pause de 5 minutes pour prendre un café ou quelque chose comme ça avant de continuer. On revient dans 5 minutes et on recommence à 3h07 exactement.
Welcome back, everyone. I know it was a short break, but I hope you enjoyed it. J'espère que vous avez profité de votre pause. Parler des impacts de leur projet de recherche sur les personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Nous voulons savoir davantage les impacts potentiels de leurs travaux sur l'avenir de la santé publique. Tracy, I want to start with you here. Can you tell me a little bit about what you think the impacts of your research is on the future of population health as it relates to older Est-ce adults? que vous pouvez nous dire, Stacy, ce que vous pensez sur le futur des adultes et l'impact de vos travaux? Tracy, are you still here? Tracy, est-ce que vous êtes toujours là? Je pense qu'elle a dû sortir un instant. Yeah, we can definitely start with somebody else. On peut commencer avec quelqu'un d'autre, oui. Martin, est-ce que vous voulez commencer et nous parler de la relation entre la recherche que vous faites et la santé des personnes? Je pense que Martin a dû sortir aussi. Navré à toutes et à tous. Je vais passer à Jalila alors. J'espère qu'elle est là. Excellent, excellent. Oui, c'est très important quand on travaille avec les personnes aînées de s'assurer qu'il y a une approche auprès des individus, mais aussi une approche populationnelle. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, dans notre projet, c'est qu'en travaillant avec on a commencé à travailler avec les personnes qui sont en foyer de soins parce qu'elles sont les plus vulnérables, mais l'idée est d'étendre aussi aux personnes aînées qui ont eu le choix et l'opportunité de continuer à vivre chez eux. Et donc, c'est tout à fait, que ce soit notre projet ou même les autres projets que j'ai écoutés, nos résultats vont améliorer non seulement la santé physique, mais aussi la santé psychologique, la santé sociale. Dans chacun des projets, il y a toujours une perspective biopsychosociale à différents niveaux. Et donc, effectivement, il y aura un effet. Nous, dans notre projet, on commence déjà, on n'a pas encore beaucoup de participants, on en a 10, mais on commence déjà à voir des réactions de la part des participants. Les gens parlent du plaisir et de l'agréabilité de l'intervention. Et il y a des gens qui nous ont dit, on a voyagé à travers des sentiers qu'on ne connaissait pas au Nouveau-Brunswick, donc ils découvrent notre province, mais ils découvrent aussi d'autres pays. Il y a même quelqu'un qui nous a dit, cela m'aurait coûté des milliers de dollars si j'avais à payer tous les voyages que j'ai faits à vélo en restant dans ma résidence. Donc, ça donne même une liberté virtuelle aux individus, ça élargit les horizons pour ces personnes et c'est extraordinaire. En plus de ça, on voit un effet physique et on sait combien c'est important, la fragilité des personnes aînées, les empêche ou les confine dans les milieux, les empêche de sortir. Et donc, avec le projet qu'on a mis en place, le To Race With Me, a permis à plusieurs personnes de remarquer au niveau de leurs membres, il y a quelqu'un qui nous a dit « mes mains vont beaucoup mieux, j'ai moins mal aux épaules, je trouve que c'est un super workout ». Donc, ils font vraiment de l'exercice. Et l'effet va être incroyable parce que la mobilité est quelque chose d'important chez les personnes aînées. Et cerise sur le gâteau, et puis vous parlez de la santé des populations ou de la population et le visage de la santé, ce que quelqu'un nous a dit et qu'on trouve vraiment incroyable, il dit vraiment faire le vélo, c'est ma treat de la journée, on est le bonbon de la journée et ça c'est agréable parce qu'on se rend compte qu'au-delà d'un effet clinique attendu, on a même une appréciation avec une émotion qui vient avec ça et donc forcément il y a une humanisation à travers les projets qu'on a mis en place. Donc, définitivement, on va avoir un effet positif, favorable sur la santé de la population aînée. Maintenant, en améliorant la santé de la population aînée, par ricochet, on va réduire l'inquiétude des familles, on va avoir une meilleure appréciation des professionnels qui travaillent avec ces personnes. Et donc, vous voyez, ça fait un petit peu, on dirait comme une tache d'huile. Donc, l'effet positif
va être transféré à toutes les personnes de l'entourage et à toutes les personnes qui sont en contact avec ces personnes aînées. What a great explanation of the snowball effect that happens. Quelle merveilleuse explication de cette idée de cet impact sur les aînés. Vous me donnez envie de faire la même chose pour pouvoir voyager dans le monde entier de chez moi. C'est vrai, c'est vrai. Danielle, I want to bring you up to the floor here. Daniel, je veux t'amener là et te parler de l'impact de ton projet par rapport à la santé des populations. Dans les foyers de soins avec COVID, il y avait peu de personnel, peu prêts à pouvoir travailler, avoir davantage de personnes sur place. Et ça aide les personnes dans les foyers de soins. Ce que l'on a fait avec ce projet, on a vu que le personnel était moins stressé, ils avaient plus de temps. Il y avait des personnels supplémentaires sur le plancher des interventions. Et ainsi, le personnel a davantage de temps avec les résidents. Les résidents se sentent moins poussés à être rapides et le personnel soignant prend plus de temps. L'exemple qui est apparu souvent, c'était pour les résidents, ils pensaient qu'ils étaient plus chez eux dans les foyers de soins avec un personnel supplémentaire, car quand ils étaient prêts le matin, c'était très rapide plutôt que la qualité des soins, de prendre le temps, de faire des blagues, des commentaires, de se parler, plutôt d'aller vite, vite, vite et de fournir les soins, d'aller d'un résident à l'autre. Et cela a créé davantage de bien-être pour les résidents, en plus d'avoir le personnel supplémentaire avec une deuxième paire d'yeux pour la sécurité avec les résidents. S'ils aident avec les soins dans différentes salles pour s'assurer de fournir du soin à ceux qui en ont besoin. Donc, ça aide les aînés. Je vois qu'il y a beaucoup d'histoires que vous vivez sur le terrain. Ça explique l'impact du travail que vous faites, ce qui rend les choses plus concrètes pour l'auditoire. Je veux demander, Isabelle, si elle veut parler de l'impact sur les donneurs de soins, les fournisseurs de soins, pour les personnes qui vivent avec la démence, l'amélioration des soutiens aux fournisseurs de soins, qui va peut-être améliorer les résultats non seulement pour leurs patients, mais aussi pour la population générale. Oui, absolument. Il y a beaucoup de recherches qui indiquent que lorsqu'une famille ou des amis ont accès à des soins, ça leur permet de répondre aux besoins des patients et ça réduit les crises. Nous savons tous que les crises créent les pressions les plus grandes financières sur le système, par exemple, quand une intervention est utilisée de façon inadéquate ou trop tôt, avec les visites aux urgences qui sont prématurées. Nous croyons donc
que c'est important d'offrir ces soutiens et les personnes dans l'appel aussi le savent. Et cela aide les personnes atteintes de démence pour vivre plus longtemps dans leur communauté et ça évite les situations de crise. Merci Isabelle. Tracy, je pense que le réseau mobile a un impact important pour les fournisseurs de soins quand on parle de l'accès au soutien communautaire. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en plus de profondeur les donneurs de soins, les fournisseurs de soins dans vos communautés, l'impact et les soins offerts dans les communautés? Oui, c'est une question longue, mais je vais tenter de répondre. Je pense que l'une des meilleures places pour commencer, c'est de reconnaître que beaucoup de personnes nous ont demandé qu'est-ce que vous faites, Extramuros fait? Est-ce que vous refaites, vous copiez ce que Extramural fait? Est-ce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que non, on ne le fait pas. Nous nous concentrons sur des choses différentes que Extramural. Nous nous concentrons sur les besoins socio-émotionnels des aînés pour réduire la dépression, l'isolement des aînés. Le fait que ce soit mobile, le fait que nous sortions à l'extérieur, beaucoup de commentaires que nous recevons de nos commentaires ont été autour de cela. C'est merveilleux de voir que vous êtes là et que vous pouvez nous contacter et que vous n'êtes pas seul. Et l'un des participants a dit qu'il sentait que, ils étaient maltraités, n'étaient plus maltraités, au contraire, qu'ils avaient de la valeur. Une des choses que je vais mentionner par rapport au futur, l'hospitalisation pour les aînés qui implique le diabète et d'autres choses, c'est l'un des plus grands contributeurs d'hospitalisation inutile, d'amputation, qui a un impact immédiat sur la mobilité. Nous savons que la mobilité est déjà un problème avec beaucoup d'aînés. Et ensuite, la mort prématurée. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons pensé qu'il était important que nous offrions quelque chose comme des pédicures pour les aînés qui vivent dans les zones rurales. Le Nouveau-Brunswick est rural en général, mais bon. Une chose que nous avons faite en partenariat avec Dr. Karen Cross, qui est un chirurgien plastique, qui a développé un outil, il l'appelle Mimosa. C'est un gros acronyme que je ne vais pas essayer de vous expliquer. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une caméra qui va à l'arrière d'un téléphone cellulaire comme ça. Et ça a une lumière infrarouge qui peut prendre des images de la chaleur des corps. Et cela nous montre si la personne a des problèmes de circulation avant de les voir avec nos propres yeux. Donc, on peut éviter des problèmes en faisant face à la situation très vite. Et quand on a commencé le projet, il y a un an environ, on a commencé avec la première génération de Mimosa. Et à travers l'utilisation par les infirmières, l'interaction avec les clients, en utilisant cet outil, on est à la 4e génération de Mimosa. Ils ont continué à actualiser ce produit et augmenter son efficacité et sa capacité. Je pense que l'une des autres choses que je voulais mentionner par rapport au futur, par rapport au contrôle des loyers, je ne peux pas vous dire combien de clients louent et qui ont des revenus faibles été éjectés en raison de leur loyer. Leur loyer est augmenté parce que quelqu'un achète l'édifice. Ils ne peuvent plus se permettre de louer l'appartement où ils vivaient. Ils ont été donc expulsés de leur foyer. On avait plusieurs personnes qui avaient besoin d'être connectées pour trouver des hébergements
durable, mais le contrôle des loyers est essentiel pour les aînés, mais pour tout le monde dans la province. Il y a des choses qu'on peut faire, je suis certaine. Les aînés qui ont des revenus fixes n'ont pas à s'inquiéter, ainsi n'auront pas à s'inquiéter de perdre le toit sur leur tête. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais vous m'avez donné beaucoup de choses à commenter. Vous avez souligné l'importance que la santé n'est pas seulement le soutien traditionnel, c'est tous les déterminants sociaux et l'hébergement est essentiel. Autre chose que vous avez mentionné et que je veux mentionner ici, quand vous avez parlé de Mimosa, j'apprécie le nom. Cela semble l'un des éléments communs dans tous ces projets. Une forme de technologie, d'innovation technologique. Est-ce que je veux demander aux panélistes? La technologie prend toutes ces composantes innovantes en technologie. Qu'est-ce que cela prend pour avoir cette technologie intégrée dans les soins de base de soins? Ça ne prendra pas beaucoup. Toute infirmière spécialisée en pédicure peut utiliser cet outil. C'est très simple comme outil. C'est Dr. Cross. Ce qu'il espère, c'est que ce sera vendu comme un outil que tout le monde peut utiliser chez soi-même. Il y a beaucoup de discussions sur comment les employés peuvent utiliser, de santé peut utiliser ça, ou même les patients peuvent utiliser ça comme pour prendre des photos d'eux-mêmes et ensuite l'envoyer à un portail avec leur fournisseur de soins. Le fait que ce soit pas très, c'est pas très coûteux, c'est pas très technique, c'est juste un infrarouge. Quand je parlais des ingénieurs, avec des ingénieurs, ils disent que c'est très basique, mais l'aide que cela apporte, l'opportunité de prévenir des problèmes de santé, des amputations, c'est incroyable. Les formations, l'intégration. Jalila, je vais vous donner la possibilité de répondre à cette question. Je me demande ce que vous pensez sur To Race With Me et comment ce sera intégré dans les foyers de soins. C'est quelque chose qui fait partie de notre... on a développé ce qu'on appelle une Integrated Knowledge Strategy, Knowledge Transfer Strategy, donc le ITT. Et cette stratégie qu'on a développée est une stratégie de dynamique sociale. Donc, on a amené les gens qui sont importants pour mettre en place l'intervention, donc les différents joueurs ou acteurs, et on a commencé à travailler ensemble. Donc, les foyers de soins ou les résidences sont partie prenante du projet. Ce n'est pas juste des chercheurs qui viennent tester des choses et repartir avec leur projet. Non, on est en train de créer une fenêtre d'opportunité pour changer les pratiques et changer les façons de faire dans un foyer de soins ou une résidence. Et en travaillant justement avec les gens qui sont sur le terrain, ça nous permet aussi de mieux comprendre quels sont les facteurs, donc quels sont les défis, mais aussi quels sont les facilitateurs pour implanter ce genre d'intervention. Et tout ça, on est en train de le documenter et nous allons créer comme une espèce de cadre de référence, donc un framework d'indicateurs qui pourront servir à d'autres foyers de soins pour les utiliser comme des petites balises, comme des jalons pour implanter le To Race With Me dans leur résidence ou leur foyer de soins ou leur programme pour les personnes aînées vivant en communauté et pouvoir suivre de manière assez proactive qu'est-ce qui se passe et rattraper le coup. Donc, on va essayer, et puis ça ne va pas marcher, on dit, ah ben, on va jeter le bébé, l'eau du bain avec le bébé aussi. Non, on est capable de s'ajuster. Donc, vous voyez, et ça fait partie un peu de ce qu'on appelle la stratégie d'implantation. On implante dans un milieu, on apprend des leçons de ce milieu,
et on essaye de les traduire en stratégie d'implantation pour d'autres milieux, bien sûr en créant toujours des zones de flexibilité. Les milieux ne sont pas similaires, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas non plus les mêmes forces. Donc, il faut toujours considérer dans une perspective d'expansion ou une perspective de transfert de bonnes pratiques d'un milieu à l'autre, d'avoir les piliers qui ne doivent pas bouger, mais de créer aussi des zones de flexibilité et de latitude de décision pour les milieux. Et donc, vous voyez, on essaye de regarder vraiment à plus long terme, donc d'étendre à d'autres foyers de soins, mais surtout de s'assurer, je pense que quelqu'un en a parlé tout à l'heure, de s'assurer que ce n'est pas un projet, c'est un service. Et ça, c'est très différent. Un projet a une date de début, une date de fin. Un service a une perspective de long terme et d'amélioration continue. Et donc, quand on est dans cette perspective de service et d'une vision à long terme, c'est beaucoup plus facile d'implanter les différentes initiatives et de les garder dans le milieu. Et c'est plus facile aussi de les transférer d'un milieu à l'autre. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Et bien sûr, Dr Chignell et moi, nous sommes des chercheurs. Certes, on s'intéresse au terrain, mais on est des chercheurs. Donc, notre mandat est aussi un peu, non seulement de documenter ce qu'on voit, mais de créer des opportunités de recherche pour aller chercher d'autres milieux, les intégrer dans notre projet, celui-ci, mais aussi créer de l'expansion pour l'outil, donc d'améliorer l'outil, le rendre plus facile à utiliser, plus agréable, l'enrichir, comme tout de suite, on a déjà commencé à créer comme une petite librairie de livres qui se lisent. Donc, au lieu d'écouter juste de la musique, ils peuvent écouter de la poésie, ils peuvent écouter de la lecture, et vous comprenez combien c'est important pour des personnes qui sont en foyer de soins, qui n'ont pas l'occasion d'avoir des conversations avec d'autres personnes. Ça peut être stimulant cognitivement aussi. Donc, alors, vous voyez, c'est comme des poupées russes. Hein? C'est juste que c'est des poupées russes qui grandissent et non pas qui rapétissent. Et donc, c'est ça un peu l'idée de cette expansion du projet et son transfert dans d'autres milieux. Thank you, Jalila. I think we've heard a little bit about co-design from. Merci, Jalila. Nous avons entendu parler de la de faire le co-design. En fait, je pense que vous avez touché à toute cette question. Ce n'est pas censé être un projet, c'est censé être un service à long terme. Et j'aimerais changer un peu ici. Quand nous parlons du travail que vous faites et l'impact que vous semblez avoir de ce que vous avez appris jusqu'ici, qu'est-ce qui devrait changer? C'est quoi votre appel à l'action pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour faire avancer les choses ici au Nouveau-Brunswick, mais même autour du monde? Et nous aimerions savoir ce que vous pensez aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'aimerais commencer en demandant à Jennifer, pouvez-vous me dire c'est quoi votre appel à l'action? Qu'est-ce que vous avez appris de ça et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le vieillissement en santé ici? Alors, ce projet, je peux vous dire que nous allons voir à l'avenir où les gens vont pouvoir avoir un continuum de soins tout le long. Et c'est quelque chose, c'était un grand changement de notre étude. On ne s'attendait pas de voir ça. Mais lorsque nous avons parlé aux personnes de faire ce travail, Eva Salk m'avait dit, pouvez-vous venir nous voir? Nous pouvons essayer de voir quels sont les besoins des aînés. Qu'est-ce qu'il leur faut? Et l'appel à l'action, vraiment, c'est d'aller au-delà des besoins des services et des programmes et de voir c'est quoi le vrai problème. Nous avons identifié le vrai problème. Et il n'y a pas de continuum de soins à long terme. C'est quelque chose qui est équitable. Ce n'est pas équitable, en fait, et donc il faut que ce soit changé.
Et j'ai parlé à ma mère qui vit dans sa propre maison à Fredericton et elle pourrait avoir accès à 13 services pour l'aider à rester à la maison. Trois sont fournis aux personnes qui vivent à Elsipogtog. Donc, on peut se demander pourquoi c'est comme ça. Le nombre d'aînés est quand même élevé dans les Premières Nations. Il faudrait fournir des services. Le système des soins à long terme n'a pas été conçu pour vivre ça. Donc, c'est ça mon appel à l'action. Et une fois que les besoins sont identifiés, il peut y avoir une évaluation et je crois que la prochaine étape, c'est de voir de quelle façon nous pouvons avoir un continuum des soins à long terme. Et j'aimerais vous lire quelques citations dans c'est une citation d'un aîné. On ne peut pas rester à la maison lorsqu'on est malade. Il faut avoir la médecine et la nourriture et il faut qu'on les aide. Rester à la maison, ça n'aide pas. Les personnes ne s'occuperont de vous. Et la personne a dit, si nous avions un foyer de soins où nous pouvions parler dans notre propre langue, j'irais tout de suite. Et un autre, j'aimerais voir un foyer de soins, mais qui parlerait notre langue. Et donc, c'est ça l'appel à la langue, parce que nous ressentons la culture. Il y en a 3 ou 4 d'entre nous qui ne sont pas autochtones. Et ça a été un honneur de travailler. Quelques de nos membres de l'équipe nous parlent de suggestions aussi, concernant la suggestion, leur cérémonie, leur tradition. Et nous avons fait un cercle de discussion avec des aînés concernant sur le financement et autres. C'est quelque chose d'incroyable que nous avons connu. Donc, c'est ça notre appel à l'action, c'est de faire avancer notre travail plus loin pour voir quelles étapes seront nécessaires, ce qu'il faut comme engagement financier et politique et l'engagement à le changement des politiques et à quel point on pourra le faire. Merci, Jennifer. Ça a été très bien articulé. Et le premier point que vous avez fait, c'était le premier point d'un appel à l'action, c'est de savoir pourquoi il y a cet appel. Souvent, nous voyons qu'un problème et puis on semble essayer de résoudre les problèmes sans d'abord bien comprendre le problème. Prendre un peu de recul et d'apprendre des gens qui sont au centre de ce défi. Qu'est-ce qu'ils vivent et ce qu'il leur faut vraiment. Et c'est certainement une première étape très importante. Je t'appelle à l'action France. Je voulais vous passer cela. Peut-être que vous avez des commentaires que vous aimeriez fournir. Moi? D'accord, merci. Alors, cette fois, je vais parler en français, si ça vous va. Pour nous, concernant le projet IAA, dont les initiatives aux personnes, aux aînés autonomes qui restent à la maison, ce qu'on a ressorti de plus important, si on veut avoir un appel à l'action, ce serait certainement d'avoir des services, comme on a mentionné, un réseau de services accessibles à la maison pour les personnes âgées. Mais il faudrait également que ce réseau de services-là soit sustainable. Jusqu'à maintenant, on a donné beaucoup de responsabilités aux aidants naturels, aux membres de la famille, de s'occuper des soins et du réseautage de tous ces services-là. On comprend maintenant que ce n'est pas chose facile. Qui on appelle quand on a besoin de faire réparer quelque chose dans la maison? Qui on appelle quand on a besoin d'avoir un accessoire particulier pour sécuriser le déplacement de ma mère, disons? Donc, la navigation entre ces réseaux de services-là, c'est difficile. Donc, il faut avoir des services qui sont durables et dont les personnes qui travaillent à l'intérieur sont rémunérées, donc des postes approuvés avec un salaire et un emploi. Pas seulement sur des bénévoles, sur des aidants naturels, sur des gens. C'est des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais à un moment donné, ils viennent épuisés.
Puis lorsqu'ils quittent, ils ne sont pas remplacés. Donc, ça, c'est un des éléments qui est le plus important. Comme le docteur Jen l'a mentionné, on travaille auprès d'une communauté autochtone qui est et toutes nos interventions sont imprégnées de la culture autochtone. Les gens veulent demeurer à la maison, ils veulent être accompagnés dans leur vieillissement par des personnes de leur entourage, de leur communauté, des gens qui connaissent, dans lesquels ils font confiance. Et c'est important d'avoir des ressources mises en place dans ces communautés-là pour accéder à ces services-là. Donc, nous, pour notre part, on a la régularité des services, des positions rémunérées. Tout à l'heure, vous avez mentionné des logements. C'est essentiel. Le financement. Les gens âgés vieillissent de plus en plus, vivent de plus en plus longtemps avec une rémunération qui, elle, n'augmente pas. Donc, c'est important d'avoir un toit, un environnement sécuritaire pour ces gens-là, un logement qui est approprié pour répondre à leurs besoins. Ça va? Merci, France. You really touched on, Vous avez touché à des parties concernant les déterminants sociaux de la santé et les ressources de la communauté pour vous aider à vieillir dans la communauté ou dans un endroit que vous avez choisi. Et j'aimerais parler de cela à Tracy. Est-ce que Tracy pourrait parler de ça dans le contexte des collectivités rurales qui forment une grande partie du Nouveau-Brunswick? C'est quoi votre appel à l'action pour ces collectivités et pourquoi c'est important d'avoir des ressources qui leur sont offertes dans leur communauté, qui portent sur leur expérience de vie et leur culture? En fait, Two different things. So first of all, I think my call to action is really, and this has been an ongoing thing well before this project, and probably was one of the things that initiated the sort of the nugget to come up with this project. But I think the healthcare system is, well, we know it's broken, but it needs to be proactive and preventative. And right now it's just reactive, and it's so overwhelmed that it doesn't know what it's doing. So shifting the system to be more proactive will save the healthcare system so much money, but more importantly, far more importantly, it will help seniors age safely and to be able to stay in their own homes. So in smaller communities, one of our plans prior to COVID, which of course shifted a lot of people's plans on these projects, one of our plans was to look at what was available in some of these smaller communities, and were there ways that we could partner with other organizations like small nursing homes that might be, or special care homes that may be doing some interesting activities during the day that that some of the seniors might want to participate in, or just creating the connections for people, because a lot of the reasons why seniors become isolated is they don't know who to reach out to, they don't know how to reach out, and they don't know who to reach out to. So creating those opportunities. I love all of the wonderful technology that's been mentioned so far that sort of works at making links, but and I think that those, the tablets sort of ideas and connecting people that way is really a really neat way to get around the mobility, the transportation, the rurality of a lot of our seniors. But at the end of the day, it was, for a lot of our participants, it was that human interaction with another human being, that having somebody come into your home and just be there to listen to you, to talk. One of the things that we did with our project was we had a nursing student. Essentially, he went out to people's homes if they requested it, and just played cards with them, or helped a lady go to the grocery store, or just cut their grass for them. It's those little things that really help, and the system just isn't right now, is not built to sustain that or to even support it.
in any way that I can see. So my call to action is let's change the healthcare system. I know that's big, but gotta start somewhere. You got to dream big. Dream big. Exactly. Yeah. Danielle, your project really deals with that issue of adding capacity and of how overwhelmed everyone is, how there's not enough time. And so bringing in a new type of a care person to support that and to add that capacity. Do you want to tell us what's your call to action when it comes to improving healthy aging and the future of aging in New Brunswick? Absolutely. I think to start off with, obviously with the healthcare system right now, we're seeing a lot of people leaving their positions and, a lot of jobs that need to be filled. So I think an innovative, pathway needs to be taken for this. And, one way to do it is hiring care assistants, because what they're doing are the non-clinical tasks so that the care staff can really focus on that direct care that matters for the residents. And so I think by doing this, we're able to see, with the cost analysis too, like it's a reduction in cost rather than hiring maybe more care staff. So it's about a 35% reduction. So it can kind of help our healthcare system save some money, but also providing that higher quality of care and that patient-centered care that the residents in nursing homes require. The other thing too is talking a bit about filling those positions and making sure that we have people going into the healthcare system wanting to do these personal support worker positions or LPN or RN. This is a great position to get people as like a stepping stone, get their foot in the door for these positions, so that maybe once they're in and they enjoy that job, we can have incentives and opportunities for people to continue their education and get more training, so that we are able to fill more of the healthcare positions that need to be filled. So I guess my call to action is hire care assistants for across the province and have them in these nursing homes, because they are essential. They do help residents, they do help care staff, and we really need them. Thanks, Danielle. You highlighted a really important way that you're adding capacity to your formal care team. I want to switch over to Isabelle and ask you about how you're adding capacity to informal caregivers and how that's ultimately going to change the whole picture when it comes to healthy aging. Well, je voulais juste aussi mentionner que j'ai raisonné avec ce que France a mentionné tantôt. Ça peut être un gros fardeau pour les aidants de prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Donc, ils ont certainement besoin des outils et du soutien pour aider avec cette responsabilité-là. But also going through English as well. The benefits of the Alzheimer's Society of New Brunswick being a lead on this project is that we have invested in communities around this province with the purpose of improving the lives of people affected by dementia and those who obviously care for them, the caregivers. So our mandate is to educate and support those impacted by the disease. And we have established both operational and partnerships enable us to effectively do this throughout the province. So what I mean by that is, for example, we're going to train some ASNB staff and other people that work with people living with dementia to become GPA certified coaches, so that this training can continue on after the project. These people can continue to apply the approaches taught in GPA with caregivers.
And we have amazing partnership with Horizon Health Network, the creators of the GPA training, Age Inc., and many more, which will help us to continue capacity in the future with this training. And our call to action is really to encourage all of you, which it seems that everybody wants to do this, but we encourage you to continue to invest in essential specialized training for family and friend caregivers of people living with dementia so that they can potentially stay at home longer and have a better quality of life. Thank you, Isabel. Allison, you're taking a different approach to supporting people living with dementia and their caregivers. From your perspective, how do you build off of that call to action? What else can we be doing? Yeah, I mean, I think there's a lot more we can be doing. So to build on what Tracy and what others have said, I mean, our healthcare system is broken, and we hear this when in the needs assessment phase of this project, but in other research we've been doing where people speak a lot about the various, not just barriers in trying to access care, but also the gaps in the system. And the bottom line is we know that it can be very fragmented. And so this particular project we've been a part of has been, the way I see it long term is it's one piece. It can support what we really need to get to, which I think, for instance, when it comes to people living with dementia and their caregivers or care partners, is to have maybe to improve care coordination through the use of, say, maybe patient navigators. I do believe that at the end of the day, we really need more of that in-person connection. And it can't just be about providing people with lists of resources, because that's a piece of it. But one thing we know from research we've done with caregivers, as well as with care providers, is they often, it's very hard to stay on top of everything that's available. Government programs, not-for-profit, community-based programs, they can be moving targets, right? Funding comes, funding goes, eligibility criteria changes. A lot of really smart people out there can find it really overwhelming to figure this stuff out, never mind the fact that, as we know with a lot of caregivers or care partners, is they're exhausted, and the people living with dementia themselves are exhausted trying to stay on top of everything. So I do believe that one way to potentially address some of these issues is having like that sort of patient navigator type role or a care coordinator type role to kind of help really navigate what is a very complex system. And I mean, that would be one of the things I see going down the road. But in terms of the sustainability of our particular project, because I also don't want to see this just fade away after all the work, is, we are currently looking at ways and who can potentially house and maintain the website, because that in any future work could at least provide a good resource for other things. So it's a bit of an answer. It was a great answer, Allison. I'm going to give Jalila the last word when it comes to a call to action. We've talked about the need for added human capacity. We've talked about the need for navigation services. We've talked about the need for really understanding the problem. Jalila, tell us about the need for and the role of technology in the future of healthy aging. C'est très intéressant parce que nous, on vient compléter un petit peu ce qui n'a pas été dit, et c'est la prévention. Et donc, nous, on travaille un peu sur la prévention secondaire. Donc, c'est des personnes aînées, on essaye de les initier et d'amener l'activité physique à leur lit, à leur chaise, dans leur environnement. Et vous savez combien l'activité physique est cruciale pour l'être humain à tout moment de sa vie. Et donc, oui, effectivement, tout le monde parle du système de santé. Il s'effrite, il est toujours en mode réactif, il n'a pas le temps d'être proactif. Et bien, ce genre de projets permettent d'avoir un juste milieu. On a beaucoup de projets qui sont plus pour régler les problèmes actuels. Il y a beaucoup d'appels à l'action
pour essayer d'éteindre les feux, mais il y a aussi un appel à l'action majeure en matière de santé des populations, c'est celui de la prévention et de commencer à travailler assez tôt avec les personnes, autant les jeunes, les enfants que les adultes, et même à partir de 50 ans, d'installer cette routine d'activité physique. Bien sûr, il y a d'autres comportements en faveur de la santé, on n'oublie pas l'alimentation équilibrée, on n'oublie pas la santé mentale positive, donc toutes ces choses-là. Mais l'activité physique est souvent reliée à, et c'est ce qu'on utilise nous, au plaisir et à l'agréabilité, et donc elle dynamise les individus. Et c'est ça, on est passé par 2 ans de pandémie Covid qui a vraiment cassé le moral à toute la population, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup de pertes, autant au niveau social qu'économique. Donc, on s'attend à ce que les gens, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, passent par des périodes assez difficiles, et être actif, être en mouvement tout le temps est un élément important. Donc, si j'ai un appel à l'action, oui, l'action en termes de réaction, mais il y a aussi l'action en termes de prévention. Il ne faut pas négliger la prévention, c'est notre capital santé qui en dépend, et c'est très, très important. Et j'écoutais les différentes personnes parler de leur projet. C'est incroyablement intéressant ce qui est fait, et c'est incroyablement intéressant quand on regarde le revers de prévention qui accompagne chacun des projets qui ont été présentés aujourd'hui. Et donc, ces volets-là sont à prévoir, sont à mettre en place. Merci, Jalila. You're right, it is incredible the amount of work that has Vous avez raison, le travail qui est nécessaire, le travail a été fait, et ainsi que d'autres projets dont nous n'avons pas entendu parler aujourd'hui. Et la diversité de ces projets, c'est important lorsque l'on parle du besoin d'avoir des initiatives préventives. Nous avons entendu parler beaucoup de cela, à savoir à quel point le système peut être surchargé, et nos soignants sont surchargés, et nos partenaires, et partout au Nouveau-Brunswick. Donc, avoir de voir aux mesures préventives, en plus d'éteindre les feux, c'est important. Lorsque nous parlons de la durabilité, c'est comment tous ces projets peuvent s'interconnecter et faire de cette province un endroit où tous les adultes plus âgés, comment faire en sorte que nous puissions travailler ensemble à travers toutes ces initiatives afin que cela soit réussi. Alors, j'aimerais donc, au nom de l'équipe de l'unité, j'aimerais remercier toutes les personnes à présenter leur recherche exceptionnelle dans le cadre de l'événement aujourd'hui, qui se sont joints à notre vitrine aujourd'hui pour en savoir plus sur le travail effectué dans le cadre du projet PPIS. In the next few weeks, Mathieu will be sending out au cours des prochaines semaines, Mathieu enverra des discussions post-rencontre. J'ai vu beaucoup de discussions dans le chat concernant des vidéos et d'autres possibilités. Soyez aux aguets, ça va vous arriver bientôt, et on va vous envoyer des formules d'évaluation afin de voir ce que nous pourrions avoir dans notre prochaine vitrine. Si nous n'avons pas pu répondre à votre question, vous voulez avoir plus de renseignements, communiquez avec nos présentateurs au moyen des courriels qui ont été fournis, ou encore aux renseignements qui vous ont été fournis en ce moment à l'écran. Et vous pouvez aussi communiquer avec le bulletin d'information de Data NB qui est là.